Alors dans cette vidéo, je vais faire des modifications sur la manière dont je vais gérer le controller user. Car je me suis rendu compte d'un truc, bon je le savais mais je voulais pas le faire, mais je vais le faire. Parce que ça fait partie des bonnes pratiques, même si comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il est difficile de trouver les bonnes pratiques en JavaScript quand tu es débutant. Parce que sur internet tu lis un peu de tout. Et donc je vais commencer par le controller user parce que c'est le premier que je suis en train de faire et c'est le plus facile. Donc là on peut le voir ici, là, lorsque je fais ma route sign up pour créer mon compte. Donc là tu vois que j'ai fait une variable user, j'ai mis une key email, la value qui va bien, voilà. Alors qu'avant, lorsque je l'avais fait avec MongoDB, donc lorsque j'utilisais la base de données MongoDB, dans Models, j'avais utilisé Mongoose et tout se faisait ici. Et là on peut le voir ici, ça c'est une classe, point schéma. Donc je vais dire ici on utilise une fonction constructeur pour pouvoir avoir ce genre de choses là. Donc là pour moi l'objectif ça va être de me créer un modèle et dedans je mettrai la classe user et dans la classe user il y aura tout ce qu'il faut, en tout cas tout ce qui est en rapport avec user. Parce que là comme je suis parti là, donc là on peut voir que j'ai une variable user où je mets l'email et le password. Après on va voir que dans le login au niveau du user je vais utiliser CryptoJS pour chiffrer l'email, mais je vais en avoir aussi besoin pour déchiffrer l'email. Donc ça par exemple je pourrais en faire une méthode dans la classe user. C'est-à-dire que comme j'en ai besoin pour mettre l'email dans la base de données, comme on peut le voir ici, là, je l'ai ici, là, email CryptoJS, mais j'en ai aussi besoin pour déchiffrer l'email. Donc déjà, c'est bien d'avoir un modèle déjà pour savoir un petit peu la structure des données qui vont être envoyées dans la base de données. Et puis aussi, dans ce modèle, c'est de mettre une classe. Donc il y aura le modèle de la base de données et puis aussi différentes méthodes. Donc là, je suis peut-être pas très clair, mais c'est ce que l'on appelle là la programmation orientée objet. On crée des objets. Donc juste pour information rapide, la programmation orientée objet. Donc le JavaScript est un langage de programmation orienté prototype. Donc la programmation orientée prototype est une forme de programmation orientée objet. Donc on le voit souvent sous le terme de POO. Donc la programmation orientée prototype est une forme de programmation orientée objet sans classe, fondée sur la notion de prototype. Un prototype est un objet à partir duquel on crée de nouveaux objets. Donc ça on l'avait vu quand je faisais le projet du site e-commerce. Dans le navigateur, on voyait souvent, à un moment donné, lorsque l'on clique dans la console, on voit le terme de prototype. Donc un prototype, c'est un objet à partir duquel on crée de nouveaux objets. Et donc là, qu'est-ce que l'on peut lire? Comparaison des modèles à classe et à prototype. Donc des modèles à classe, le langage de programmation C++, c'est à classe. Java aussi. JavaScript, non, c'est prototype. Donc les objets à classe, une classe définie par son code source est statique. Elle représente une définition abstraite de l'objet. Tout objet est instance d'une classe. L'héritage se situe au niveau des classes. Donc objet à prototype, un prototype défini par son code source est mutable. Il est lui-même un objet au même titre que les autres. Il a donc une existence physique en mémoire. Il peut être modifié, appelé. Il est obligatoirement nommé. Un prototype peut être vu comme un exemplaire modèle d'une famille d'objets. Un objet hérite des propriétés, valeurs et méthodes de son prototype. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Intérêt de la programmation orientée prototype. Un des intérêts majeurs des prototypes est l'héritage dynamique. Tout objet peut changer de parent à l'exécution n'importe quand. On peut matérialiser des paradigmes objet à prototype et objet à classe en constatant la différence d'utilisation de la mémoire. Donc voilà. Donc les deux grands paradigmes de programmation, c'est la programmation orientée objet et la programmation fonctionnelle. Donc moi, au début, je faisais que de la programmation fonctionnelle parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, en tout cas de plus accessible au début. Sachant que depuis le S6, il y a une syntaxe pour faire de la programmation orientée objet, même si ce n'est pas de la vraie programmation orientée par objet, c'est juste une syntaxe qui facilite les choses. Derrière la mécanique, c'est toujours un langage prototypique. Ouais, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Donc, la programmation orientée objet, il y a un ensemble de règles de concepts. Il y a 4 piliers, donc l'encapsulation, l'abstraction, l'héritage, et il y en a qui rajoutent le polymorphisme. Donc, l'encapsulation, c'est ce que je vais faire là avec la classe user. C'est regrouper les variables et les fonctions associées dans un ou plusieurs objets. Donc, les variables deviennent des propriétés de l'objet. Et les fonctions deviennent des méthodes de l'objet. Après, il y a l'abstraction. Par exemple, on appelle une fonction et cette fonction va faire appel à plein d'autres fonctions que l'on ne voit pas. Il y a l'héritage. Donc, on crée des objets à partir des modèles dans EasyRead. Instancier un objet, on utilise l'opérateur new. Des méthodes communes à différents objets. JavaScript utilise l'héritage prototypal. Il n'existe pas de classe, comme sur des vrais langages de PO, mais uniquement des objets. Donc en JavaScript, tout est objet. Les classes en JavaScript, c'est du sucre syntaxique, une syntaxe qui facilite l'utilisation des classes. L'héritage est le mécanisme qui permet à des objets d'utiliser des propriétés et des méthodes de modèles sans avoir à les réécrire. Après le polymorphisme, il y en a qui mettent que 3 piliers, c'est un peu plus obscur. Le polymorphisme. Donc ce que je vais rajouter, c'est que les classes en JavaScript, c'est une façon d'écrire les fonctions constructeurs du langage. Donc fonction constructeur et l'utilisation des prototypes. Donc au niveau du code, ça se passe comment?
Donc déjà la première chose, avant de toucher quoi que ce soit, je contrôle si au niveau de mes requêtes Postman, mon code fonctionne toujours. Donc là je suis sur la route login. Donc la route login, l'utilisateur inexistant dans la base de données. Jusque là tout va bien. Je prends le test 02, lui il existe. J'ai bien mon user ID, mon token. Donc ça c'est toujours fait avec mon ancien code. Et là si je vais sur ma route sign up, là, je vais mettre utilisateur 03, test 03. J'envoie, ça fonctionne. Je reviens ici. Donc on avait vu que avant sur le 3, l'utilisateur n'était pas existant. Là maintenant il est existant. Super. Là je mets sur le 4. Voilà. L'utilisateur n'existe pas dans la base de données. Donc là maintenant je vais modifier mon petit code. Donc ça je vais le renommer MongoDB. Et après ça je vais le supprimer parce que ça pollue le code. Ok. Donc l'idée ça va être de faire un petit truc comme ça. Donc je me mets ici. Je vais créer user. Je vais mettre une majuscule pour dire que ici il va y avoir ma classe user. Donc je vais utiliser le keyword class. Donc là je crée ma classe user. On voit que en mettant une majuscule devant, le mot passe à la couleur vert. Donc ça c'est une convention. Parce que si je fais user comme ça, il est aussi vert. Pourquoi? Parce que devant j'ai mis le terme classe. Parce que si je vire le terme classe, ça devient bleu. Donc là je le laisse, parce que là je crée une classe user. Donc après, une classe c'est pas un objet. Tout objet en JavaScript, mais au niveau de la syntaxe, on n'écrit pas une classe comme un objet, c'est-à-dire qu'on verra qu'il n'y aura pas de virgule. Donc après, il faut utiliser le constructor. Donc ça, c'est la fonction constructor. En tout cas, ça va utiliser la fonction constructor, mais comme j'ai dit juste avant, les classes en JavaScript, la programmation orientée objet, c'est juste ce qu'ils appellent du sucre syntaxique. C'est une forme de syntaxe pour faciliter les choses, pour éviter d'utiliser le terme de fonction constructor, etc. Donc c'est quoi le constructor? Donc les fonctions constructeurs en JavaScript. Donc ce sont des fonctions qui permettent de créer des objets. Ce sont des modèles pour créer des objets et pour cela on va utiliser le tease. Donc ça je vais en parler après. Les objets sont instanciés depuis la fonction constructeur avec l'opérateur new. Donc je fais ma classe et lorsque je voudrais créer l'objet user, il faudra que j'utilise l'opérateur new. Ça on le verra après. La première lettre de la fonction constructeur sera en majuscule. Et on invoque une fonction constructeur avec l'opérateur new. Donc la fonction constructeur, ça permet de créer des objets en JavaScript. Sauf que moi, quand je crée des objets en JavaScript, j'utilisais juste les accolades. Mais il faut savoir que c'est une syntaxe raccourcie parce que derrière, il y a l'objet natif object et différentes méthodes. Donc moi, je fais une classe user, j'utilise le constructor. Donc dedans, moi, je veux deux values pour le moment. Donc pour créer un compte, il me faut juste l'email et le password, c'est tout. Vraiment, je vais pas plus loin. Et donc après, c'est là où on va utiliser le fameux mot-clé tease, où au début, tu te prends la tête avec ça. Donc là, je fais tease email égale email, point virgule, tease password égale password, point virgule. Voilà. Donc là, j'ai créé ma classe user. Et après, si on veut, on pourra ajouter ici, mais ça on le verra plus tard, des méthodes qui ont un rapport avec la classe, comme par exemple pour chiffrer l'email et déchiffrer l'email. Ça on va le voir après. Dans une autre vidéo, je vais dire donc l'opérateur tease ou le mot-clé tease, donc tease est un mot-clé JavaScript permettant d'accéder à l'objet représentant le contexte d'exécution. Car suivant où le tease est placé, donc il y a une histoire de portée des variables, il n'aura pas la même valeur. En gros, le tease c'est l'objet. Il y a les keys, les values de l'objet dans le tease. La valeur de tease dépend du contexte d'exécution et non pas de l'environnement lexical. La valeur de tease dépend de l'endroit de l'exécution, c'est-à-dire de l'endroit où il est appelé. On peut aussi définir la valeur de tease, par exemple, définir la valeur de tease lorsque l'on invoque une fonction. Il suffit d'utiliser call ou apply et de passer en premier argument la valeur de tease. Et pour lier la valeur de tease, la méthode bind, B-I-N-D, permet de créer un clone d'une fonction en liant définitivement la valeur de tease à l'argument passé en premier paramètre. Donc en gros, le tease, il y a trois méthodes, le call, le apply, le bind. Mais ça, c'est souvent utilisé lorsque l'on utilise la fonction constructeur et le prototype. Et donc moi, comme j'utilise les classes ES6, là, le sucre syntaxique, pour le moment, j'en ai pas besoin de ça. Donc là, c'est bon, j'enregistre. Donc là, ça marche normal. Pour le moment, rien n'est relié. Donc maintenant, je vais aller dans le contrôleur user. Et là, je vais commencer à modifier le code. Donc pour y voir plus clair, ça, je vais l'enlever. Donc là, je suis dans le contrôleur user. Donc là, je vais aller sur le sign up pour créer le compte. Bon, donc ça, je vais le virer parce que ça, on le sait maintenant, le reg body. Ça, c'est acquis, c'est connu, c'est la base. Donc là, je vais chercher l'email, le password dans le reg body. Donc ça, c'est envoyé par Postman en clair sur la web API. Donc là, après, je chiffre l'email, je hache le password et après, là, je crée donc le user que je vais envoyer dans la base de données. Donc ça va changer parce que ça, je l'ai mis dans ma classe. D'ailleurs,
Voilà, je vais l'afficher là. Ça, je vais l'afficher. Ma classe, elle est ici, ma jolie classe. Donc là, j'ai 10 emails, 10 passwords. Donc je reviens ici. Ça, je le cache. Donc là, ce que je vais faire, eh bien, je vais toujours créer une variable user avec dedans l'email et le password. Donc je vais faire new, l'opérateur new, et je vais appeler la classe user. Donc je crée une nouvelle instance. Et dedans, donc ça, je le vire. Et dedans, donc je vais y mettre email et password. Point virgule, CTRL S. Ça n'a pas planté. Par contre, ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire, c'est relier donc ce fichier ici avec ce fichier là. Donc il faut que je l'importe. Donc je vais l'importer ici. Importation du models user. Donc je vais faire const user égale require et je vais mettre donc point pour remonter models et je vais mettre user. CTRL S point virgule. D'ailleurs, il faut que je mette un point virgule. Est-ce qu'il y a une erreur? Pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Donc là, si je fais un sign up, donc là, je vais mettre utilisateur numéro 4, je fais send error. Et là, il me dit, alors, user is not a constructor. Ligne 42. 42, user, new user, d'accord. Ouais, donc ça, déjà, on va le virer du bcrypt. Hein, et on va le mettre ici, tout en haut. Donc là, si je fais un CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Voyons, je fais un send. Ok. Alors, user is not a constructor. Donc là, on voit l'erreur, là c'est pas vert. Les classes, là, sur mon i2, c'est vert. Là, c'est pas vert, c'est jaune. Donc là, il y a un souci, là. Putain, j'ai mis new, const user. Donc là, le problème, il doit être ici, alors. Hein. Voilà. Donc le problème, je le vois. Là aussi, c'est pas vert. Ça devrait être vert. Donc le problème, il va venir d'ici. Là, j'ai fait ma classe user, mais je l'ai pas exporté. Là. Donc si tu exportes pas le module, ça risque pas de marcher. Donc module.export égale user. Donc là, c'est intéressant. Hein. On voit une erreur de débutant. Donc là, si je retourne sur user, ben là maintenant, là, on voit que c'est vert. Donc ça, c'est la classe. Et là, si je descends, là, on voit que c'est vert. Donc maintenant, user est un constructeur. Donc là, j'envoie une requête, voir si ça marche ou pas. Utilisateur enregistré. Donc c'est une erreur débutant, je vais la laisser parce que c'est très intéressant de voir que si tu n'exportes pas, ça ne peut pas marcher. Donc là, si je refais un send, j'ai un duplicate parce qu'il existe déjà, donc la base de données le refuse. Donc on voit que ma route sign up, je l'ai modifiée, elle fonctionne. Donc après, si je vais sur ma route login, je vais sur le body, donc j'avais mis 5. Si je mets 5, je fais un send, je me connecte. Donc c'était pas 5, c'était 4. Si je mets 4, est-ce que je me connecte? Je me connecte, super, ça fonctionne. Donc c'est vrai que mettre comme ça le user dans une classe est quand même plus visuel, je trouve. Donc comme ce que j'avais fait là avec MongoDB, hein, sauf que là c'était un petit peu plus complexe, parce que j'utilisais Mongoose. Donc ça je vais le supprimer, hein, ça va faire de la place. Voilà. Donc c'est pas fini, parce que là j'ai fait donc le sign up, mais après je peux faire aussi le login. Mais là surtout ce que je veux faire après, donc ça sera dans la vidéo suivante, et c'est là où on va voir l'intérêt des classes. En plus moi ça me fait pratiquer, c'est de mettre par exemple le chiffrement là, donc pour chiffrer l'email et pour déchiffrer l'email. Donc le chiffrement et le déchiffrement d'email, j'en ai besoin pour le sign up et pour le login. C'est de le mettre dans la classe user, mettre une méthode chiffrement. Comme ça, cette méthode sera ici, je pourrai l'appeler, que ce soit pour le contrôleur login ou sign up. D'ailleurs, en parlant de chiffrement, il y a un truc que j'ai pas contrôlé qui est hyper important, c'est est-ce que j'ai bien envoyé sur ma base de données l'email et le mot de passe chiffré. Donc là, je suis sur ma base de données. J'ai actualisé et là on voit que j'ai envoyé l'email en clair et surtout que le mot de passe n'a pas été haché. Mais en tout cas, ma classe fonctionne dans le sens où j'ai bien envoyé des données. Voilà, parce que bien sûr, si je veux envoyer un email chiffré et un password chiffré, donc où est-ce que j'appelle ma classe ici là? Bien sûr, c'est pas email password que je dois mettre. Hein. On est d'accord. Hein. Il faut que je mette email crypto.js, CTRL-C, CTRL-V. Il faut que je mette le hash, CTRL-C, CTRL-V, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais mis dans le bcrypt, mais bon ça je vais le changer après, mais bon déjà ça je vais quand même me le mettre ici, voilà. Donc là est-ce que c'est bon, est-ce que ça plante? CTRL-S, super, ça plante pas, et ouais. Donc là je vais refaire une requête avec Postman, donc là je suis bien, là j'aurai bien le email crypto et le hash, le password haché, et ça va dans la base de données ici. Donc si je me mets sur la route de login, voyons je vais mettre sur le 5, est-ce que j'ai créé un truc sur le 5? Je fais un send, utilisateur inexistant dans la base de données, ok. Donc je me mets sur la route sign up, là je mets 5, j'envoie, et là il y a une erreur. Erreur 500, user is not defined. Donc on voit que ça fonctionne pas, bon c'est pas grave, je verrai ça dans la prochaine vidéo, pourquoi? Parce que là ce que je veux moi c'est, comme j'ai dit, je veux extraire déjà le chiffrement de l'email, je vais en faire une méthode dans ma classe. Donc la suite dans le prochain épisode.